bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talkiji, le talk de l'information jeunesse. Bonjour à tout le monde. Je vais juste présenter les petits nouveaux parce qu'il y en a pour ceux qui suivent qui nous retrouvent depuis la semaine dernière. Alors, Nils qui est à GoPop. Alors, à GoPop, c'est Villard-de-Lans en fait. C'est ça, c'est le plateau du Vercors. Donc, je suis basé à Villard-de-Lans, mais le Pige est intercommunal. Et puis, Lola et Nadjet qui nous viennent de Fake Off, qui seront les grands invités de notre débat, mais je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. Je vais juste vous donner le programme de ce talk. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a tout changé. On va faire plus court. On va essayer de se tenir jusqu'à 15 heures, grand maximum, avec un débat en plusieurs temps cette fois-ci, entrecoupé de chroniques. Et ce débat du jour, c'est fake news, démêler le vrai du faux. Et donc, on le fera avec l'association Fake Off. On aura une nouvelle chronique aussi avec Nils, la chronique du promeneur du net, qui reviendra un petit peu sur les questions de jeunes du moment. On retrouvera forcément la mauvaise humeur de Siegfried et il est très fâché aujourd'hui. On retrouvera aussi Pierre avec vue sur les réseaux sociaux. On fera un petit jeu encore une fois et on terminera en musique avec Azurite. Qui nous jouera 2 morceaux en live depuis chez elle, un peu avant 15 heures. Bonjour tout le monde. Sondage sur Bicast comme la semaine dernière, bicast.live. Le sondage, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une fausse nouvelle? On fera un petit point tout à l'heure sur le sondage. On va commencer, mais avant de commencer, je voulais avoir une grosse pensée pour notre collègue Azedine du Pige de Cheneuve qui malheureusement nous a quittés cette semaine, pas du Covid, mais voilà, voulu, avant de commencer, avoir une grosse pensée pour lui et pour sa famille, et puis on va bien penser à lui pendant l'émission. Ça ne va pas nous empêcher de le faire dans le fun, mais voilà, juste pour dire qu'on pense à lui. Maintenant, on va introduire notre débat assez rapidement. On a des petits jingles cette semaine, donc je vous pose la question dès la fin du jingle. Et donc, ce grand débat autour des fake news, et on voulait l'introduire tout simplement, le débat, en vous posant une question. C'est quoi la pire fake news ou la plus grosse fake news que vous avez rencontrée ces derniers jours ou ces dernières années? Alors, qui se lance dans la bande? Alors, Pierre. Oui, bon, il y en a une qui m'a fait rire. Enfin, je ne sais pas si elle est drôle. Dernièrement, c'est l'histoire de la cocaïne qui était censée soigner le Covid. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bien joué, hein, mais bon, faut quand même être un petit peu fou pour y croire. Mais c'est la dernière qui m'a marqué. C'était plutôt étrange. D'accord. Alors, les autres, qui auraient éventuellement une autre fake news? Marion, peut-être? Non. Ah, Siegfried. Moi, c'est plutôt un poisson d'avril, en fait. C'est sur le Twitter de Emmanuel Macron, en fait, qui dit qu'à 12 h, ils vont couper l'accès à Fortnite pour que les élèves puissent suivre l'enseignement à distance. C'est le truc qui m'a fait bien marrer ces derniers temps, surtout que j'ai 2 ados, donc ça marchait très bien. Et nous, ça nous arrangerait bien parce que ça nous permettrait d'avoir une meilleure connexion en visio aussi. Marion, à toi. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est il y a une fake news qui a circulé en Russie, comme quoi Vladimir Poutine avait lâché des lions dans la rue pour forcer les Russes à rester chez eux. En fait, c'était une image qui avait tourné depuis 2016 d'un lion échappé d'un zoo, il me semble. Voilà, ça m'avait fait rire. Lola, Nadjet, vous avez peut-être vu des choses ou pas? Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était, donc c'est un peu moins drôle, peut-être un peu plus vieux. En 2015, tous les médias avaient annoncé la mort de Martin Bouygues, qui est un gros industriel français que tout le monde connaît, je pense. Et en fait, l'info est venue d'un journaliste qui avait appelé le maire de la commune où vivait Martin Bouygues. Et le maire lui avait dit oui, oui, monsieur Martin est mort, sauf qu'il ne parlait pas du tout du même Martin. Et toute la presse avait repris cette information qui était quand même bien. Info que je connais bien parce que c'est à 10 km de mon bureau, le fameux village en question. Mais je crois que pour l'histoire, Martin Bouygues avait une résidence dans le coin. Exactement, oui, c'est pour ça qu'il y avait eu cette info, mais voilà, ça avait été repris partout. Je crois que les bourses avaient chuté suite à l'info de mémoire. L'action avait chuté. Ouais, et on était obligé de démentir très vite parce que c'est effectivement une info qui a eu un impact immédiatement.
Mais du coup, il y a la 4G dans ce village, quoi, maintenant. Eh ben, pas forcément. Sam, Nadjet, Nils, Ouais. Olivier. Moi, un grand classique, c'est les platistes. C'est ceux qui vont adhérer à la théorie que la Terre est plate. C'est quand même une des plus vieilles théories du complot, en tout cas mensonge global. Et on continue de le démentir. Et il y a toujours autant d'adhérents. Donc voilà, c'est une théorie qui me surprend et que j'ai choisie. Alors qu'elle est carrée. Bien sûr, sur le dos d'une tortue. Ouais, moi, c'est pareil, moins drôle, mais qui m'a beaucoup frappé, qui m'a même mis en colère. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait des centaines, voire des milliers de parents qui se sont insurgés contre le gouvernement, comme quoi il y aurait dans le programme l'éducation sexuelle et des cours de masturbation. Ça m'avait beaucoup frappé parce que en fait, je me disais, ces gens-là ont cru une vidéo d'une femme qui a fait une vidéo dans sa voiture. On connaissait ni son identité, ni sa profession, et qui a été relayée des milliers de fois. Et en fait, en plus, cette info, elle était facilement vérifiable. Il suffisait justement d'aller voir les professeurs ou l'établissement des enfants, quoi. Donc, ouais, ça m'avait beaucoup marqué, surtout que voilà, il y avait beaucoup de groupes WhatsApp qui envoyaient ça, signer des pétitions, hors de question que mon enfant fasse de la pornographie à l'école. Enfin, c'était assez étonnant, quoi. De mon côté, j'ai été vachement choqué, moi, en 2003, par l'affaire des armes de destruction massive irakiennes, et comment effectivement les États-Unis, avec l'Angleterre, avec des soi-disant preuves, avaient pu manipuler une grande partie au niveau de la communauté internationale et partir sur une guerre depuis 8 années avec des preuves qui n'ont jamais pu être effectivement justifiées. Et même si dans un bouquin, je crois, Bush revendiquait le fait d'avoir mal interprété des éléments de la CIA. À l'époque, je crois qu'en 2003, on ne parlait pas encore de fake news, si je me trompe. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'énorme, je trouve, à l'époque. Nils? Eh ben, moi, pour le coup, ça remonte il y a 2 ans. C'était une fake news. C'était la première fois que j'entendais parler de cette histoire. Nous, sur notre territoire, on a beaucoup de neige chaque année parce qu'il y a des stations de ski à Villard-de-Lans. Et j'avais pris un jeune en stop qui m'expliquait que cette année, c'était particulier parce que la neige qui était tombée venait de Russie, qui envoyait des espèces de bombes dans l'atmosphère pour faire neiger, que c'était de la neige artificielle, donc le froid était artificiel, et qu'on le ressentait parce que c'était vachement plus sec qu'habituellement. Donc j'ai essayé un peu de discuter avec lui pour comprendre les arguments du pourquoi, du comment, et on n'a jamais vraiment bien réussi à se comprendre et à s'entendre Est-ce sur qu'il y cette avait un lien question-là. avec l'information du début de la cocaïne qui aidait à Ouais. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Il avait vu des ours avant dans les rues. Je ne sais pas si. que la Terre était plate. Les tigres Peut-être de que Poutine a envoyé des ours aussi à Villard-de-Lans. Hein. Oui, aussi. Qu'il a monté Ça, lui-même, j'en suis sûr, d'ailleurs. Pierre. Alors moi, il y en a une juste pour conclure le tour. C'est pas plus tard qu'hier, j'ai appris que les compteurs Linky véhiculaient le Covid, en fait, et qu'il y avait des gens qui étaient très inquiets face au compteur Linky. Alors, le compteur Linky, il cristallise quand même pas mal de fake news aussi. Et là, je me suis dit, d'accord, et donc certaines personnes pensent, et EDF, je crois, pas plus tard qu'hier, a dû faire un démenti en disant que ben non, les compteurs Linky ne véhiculaient pas le Covid. Bon, ça recoupe un peu aussi l'histoire de la 5G en Angleterre où les antennes sont brûlées. Juste rappeler aux gens qui nous regardent en direct qu'il y aura aussi un temps qui sera consacré à leurs questions. Donc, commentez le live. On nous fera remonter vos questions. On les soumettra à Nadjet et Lola si vous pensez que le compteur Linky véhicule le Covid, n'hésitez pas. Si vous avez des informations sur lesquelles vous avez peut-être quelques doutes, n'hésitez pas non plus à poser vos questions. On va nous les faire remonter ou alors nos collègues des points information jeunesse, des centres régionaux information jeunesse vont les relayer. Et donc, sur ce débat, Nadjet, Lola, vous présentez quand même rapidement. Donc, Nadjet, toi, tu es journaliste d'investigation, grand reporter et réalisatrice de documentaires. Tu travailles notamment pour des émissions qui vont parler aux gens, envoyé spécial, complément d'enquête, pas complément d'enquête, si, peut-être. Ouais. Capital 66 minutes, enquête exclusive. Et Lola, toi, tu es plus
porté sur la radio, tu as travaillé à Radio France, tu travailles aussi sur des médias étrangers, RTBF en Belgique et puis une radio suisse. Et toutes les deux, vous intervenez aussi pour l'association Fake Off, que vous allez nous présenter pour travailler autour des fake news, mais vous faites aussi d'autres choses, des ateliers d'éducation aux médias en MJC, dans des collèges ou autres. Un petit peu comme nous dans le réseau IJ avec le vrai du faux. C'est un peu comme ça qu'on a appris à se connaître aussi. Voilà. Oui, c'est ça. L'association, elle est née en fait dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Les deux fondateurs de l'association travaillaient dans une société de production qui s'appelle Première Ligne, qui était située juste en face du palier de Charlie Hebdo. Donc, ils étaient malheureusement, ils étaient présents à ce moment-là. Et suite aux attentats, il y a eu beaucoup de fake news qui ont été relayées sur Internet, et notamment, par exemple, la remise en cause des images d'un des journalistes de cette société de production qui avait filmé les frères Kouachi sur le toit, qui s'appelle Martin Boudot. Et beaucoup sur Internet disaient « Non, mais les attentats ont été prévus, regardez, le journaliste, il a un gilet pare-balles. » Bien évidemment, il y avait l'histoire de la carte d'identité des frères Kouachi. Donc voilà, ils ont vu beaucoup de fake news arriver sur le net et pas que. Et donc, ils ont décidé de fonder cette association. Et aujourd'hui, voilà, on travaille, on fait de la sensibilisation aux fake news, mais pas que, l'éducation aux médias, parce qu'on s'est dit qu'en fait, il fallait reconnecter avec les gens. Il fallait leur expliquer notre métier, qu'il fallait être transparent aussi, que peu de monde, finalement, connaissait véritablement le métier de journaliste, comment on travaillait, comment on recoupait nos infos, comment on sortait les infos. Donc, voilà, on intervient auprès des jeunes et des moins jeunes, en milieu scolaire ou pas. Lola, tu voulais compléter ou pas? Non, pas forcément. Je trouve que c'est très complet ce qu'a dit Nadjet. Après, effectivement, on a beaucoup de fantasmes autour du métier de journaliste. Nous, on le voit souvent. Ça suscite des réactions parfois assez vives. On va nous dire « Ah, vous mentez tout le temps » ou bah, c'est vous qui contrôlez tout. En fait, c'est important d'expliquer ça aux gens, aux jeunes notamment, mais pas que d'ailleurs. Et ils sont très friands en fait de savoir comment effectivement on travaille, comment on recroise les sources, etc. Et ce qu'on essaie nous de dire pendant les ateliers qu'on fait, que ce soit dans n'importe quel endroit, c'est que n'importe qui peut croiser les infos. Il y a aujourd'hui beaucoup de sources d'informations. On a le droit d'aller piocher à droite, à gauche et de se faire son propre avis. Nous, on n'est pas là pour donner notre avis, on est là pour relayer les faits. Après, c'est aux gens de se faire leur avis. Et en fait, ça marche très bien. Et les gens, une fois qu'on leur explique ça, je pense qu'ils les gardent en tête, et notamment les jeunes. Alors, moi, j'allais vous poser la question pour lancer le débat. Comment on fait en ce moment, cette période de Covid, pour trouver la bonne information? À quoi on doit être vigilant? On nous communique énormément de chiffres tous les jours. Comment vous, en tant que journaliste, globalement, vous faites le tri dans tous ces chiffres? Il y a les règles de base. Hein. Il y a vraiment les règles de base. Il n'y a pas besoin d'être journaliste d'investigation ou FBI, etc. Il y a vraiment des choses toutes simples à faire. Nous, là, en ce moment, c'est vrai qu'il faut savoir que les journalistes, hein, il y en a beaucoup qui sont confinés. Hein, et par exemple, tu parlais des chiffres, hein, comment on récupère les données chiffrées. Donc, il y a des points presse, hein, il y a des points presse qui sont faits quotidiennement par le ministère de la Santé. Et ces chiffres, en fait, ils sont repris par les agences régionales de santé et puis par des organismes spécialisés. Par exemple, là, sur les points presse qui sont faits, en ce moment, il n'y a qu'un journaliste, hein, le journaliste de l'AFP, hein, qui se veut un petit peu le représentant des journalistes, hein, qui récupère ces infos et qui les relaie aussi auprès des confrères, mais pas que. Après, on va sur le site du ministère de la Santé et c'est là où on peut voir les données, les cas détectés, les gens qui sont à l'hôpital, etc. Mais plus précisément, comment ça se passe? En fait, d'où viennent ces chiffres? En fait, c'est
elles viennent d'une centaine d'hôpitaux. Il y en a environ à peu près 108, hein, c'est un peu augmenté ces derniers temps, qui sont habilités à dépister et à soigner le coronavirus et qui alimentent les bases de données répertoriant les malades. Et ces données, elles sont consultables par le ministère de la Santé, les agences régionales et Santé publique France. Voilà, c'est comme ça qu'on sort ces chiffres. Par contre, ces 3 organismes, ils n'ont pas accès à l'identité des patients qui sont touchés. Quand tu dis pas l'identité, oui, on n'a pas les noms en fait. On n'a pas les noms, on n'a pas les profils non plus. Voilà, c'est vraiment des données purement chiffrées. Donc on ne sait pas si c'est des gens de 40 ans, si c'est des gens qui ont 80 ans. Enfin, c'est ça, tu essaies de nous dire là en fait. C'est pas le ministère qui le sait. Ça, c'est les agences régionales de santé, c'est les services hospitaliers qui donnent ces informations après aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes ces chiffres parce qu'elles ne sont pas forcément en temps réel aussi. Il faut prendre le temps, il faut prendre du recul pour les estimations de ces chiffres-là. Et justement, sur cette histoire de chiffres, il y a aussi eu un petit peu une polémique, on l'a vu, parce que on n'a pas toujours pris en compte les mêmes données. Donc, il y a les données remontées par les hôpitaux, dont par les NADJET. On le sait, ça fait une petite semaine maintenant qu'on prend aussi en compte le nombre de personnes qui sont décédées dans les EHPAD. Vous savez, les maisons de retraite, etc. C'est une donnée qu'on n'avait pas au départ. Donc, ça veut dire que les chiffres, on ne peut pas vraiment comparer les chiffres du début de l'épidémie en France aux chiffres d'aujourd'hui. C'est pareil, les chiffres, en fait, on est très vigilant parce qu'il y a aussi des chiffres du nombre de personnes qui sont en réanimation, de ceux qui ressortent de l'hôpital. Donc, les chiffres qu'on nous donne tous les jours, on le voit encore hier soir, il y a eu un bug technique, c'est ce qu'on nous a dit au ministère de la Santé, qui fait qu'on n'a pas eu les chiffres des EHPAD. Donc, ça veut dire que le chiffre d'hier, il n'est pas comparable aux chiffres d'avant-hier. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que nous, comme vous, face à ces chiffres-là, on est très vigilants. Et surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont des chiffres à minima, puisqu'on a énormément de mal à dépister la population. On n'a pas de chiffres pour l'instant de toute la population entière du nombre de contaminations. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment, c'est le minimum de cas qu'on ait pu comptabiliser et remonter. Et puis, il faut faire attention parce que la comptabilité des chiffres n'est pas faite de la même façon dans les différents pays. Donc, c'est en fait, comparer par exemple les chiffres de la France avec les chiffres de l'Italie ou de l'Allemagne, c'est assez délicat. Donc, c'est pour ça, c'est des estimations. Et comme disait Lola, c'est à minima, il faut prendre avec des pincettes ces données chiffrées. Surtout quand elles viennent de Chine. Pardon, Romain. Surtout quand elles viennent de Chine. J'ai envie de faire un peu de provocation. Ouais. Bah, on l'a vu dernièrement, surtout que c'est ça. On s'est rendu compte effectivement par des enquêtes de journalistes qui sont sur place, qui sont confinés notamment à Wuhan depuis le début. Ils se sont rendus compte que ces données n'étaient pas fiables. Donc effectivement, il faut faire attention. Et c'est comme tout d'ailleurs, que ce soit de Chine ou des autres pays. Il y a des enjeux politiques aussi, il faut l'admettre, économiques. Donc voilà, il faut dire aux gens ces chiffres, c'est pour donner une idée de l'ampleur de l'épidémie, de la pandémie, pardon, parce qu'on est en pleine pandémie aujourd'hui, que c'est sérieux. Après, il faut pas se dire bon voilà, j'ai pas le chiffre exact, c'est pas grave, mais c'est vraiment pour se rendre compte que ça touche tout le monde et qu'on est dans un cas très sérieux aujourd'hui. Donc, par contre, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que ce soir, le chiffre, par exemple, prendra les décès en EHPAD d'hier liés au bug technique. Donc, forcément, il y aura une hausse aussi. Enfin, c'est peut-être là où il faut aussi un petit peu d'esprit critique pour se dire je n'ai pas eu les chiffres hier. Donc, forcément, le chiffre d'aujourd'hui risque d'être beaucoup plus spectaculaire sur le nombre de décès. Oui, complètement. Oui. Et justement, ils ont changé de méthodologie. C'est ce qui est très gênant. C'est qu'au départ, Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, donc du ministère de la Santé, au début, il donnait le chiffre global. C'est-à-dire qu'il additionnait, donc il disait pas combien il y avait eu en 24 heures de morts supplémentaires. Donc, du coup, il fallait personne, je sais pas vous, mais moi, je vais pas aller faire une soustraction chaque jour pour savoir de combien est l'écart. Donc, en fait, c'est totalement faussé. Donc, maintenant, on commence à dire combien il y a de morts chaque jour. Et effectivement, comme tu dis, Romain, il va y avoir forcément plus de chiffres, plus de morts ce soir, à moins qu'ils retirent ce chiffre. Mais là, on rentre dans des calculs qui sont très compliqués, sachant que voilà, on a du mal à avoir des données très fiables de partout. Et surtout, on a ces infos, elles nous viennent que d'une source, le ministère de la Santé. Voilà.
On verra un peu plus tard, justement, comment vérifier les infos. Et les sources en font partie, bien évidemment. Et du coup, là, encore une fois, on n'a qu'une source, donc on doit s'y fier ou pas. Mais en tout cas, c'est pour ça, encore une fois, on le répète, il faut prendre avec des pincettes. On n'est pas en train de dire que ces chiffres sont faux, mais ils sont ce qu'ils sont. Et du coup, faut faire attention. Les statistiques, c'est bien, mais le plus important, c'est ce que tu disais, c'est que la situation, elle est grave. Peu importe qu'on soit 10, 12, 14. En fait, globalement, le message qui est à faire passer, c'est que la situation, elle est grave, qu'il y a des mesures qui sont enclenchées. Et c'est ce qu'on disait au début. Le chiffre d'aujourd'hui sont les gens qui sont pistés. Et donc, c'est beaucoup plus important que le nombre de personnes qui ne l'ont pas été. Donc voilà, de manière générale, le message à retenir, peut-être plutôt que les chiffres, c'est de se dire, bon, on reste chez nous et puis on va essayer d'endiguer tout ça. Complètement, ouais. Alors pour finir ce premier phase du débat, on a coutume quand même de dire qu'il y avait en France, je crois, 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Et là, depuis quelques semaines, on s'aperçoit qu'on est 60 millions ou 70 millions d'épidémiologistes et de virologues. Moi, j'avais une question pour les journalistes que vous êtes. Comment on fait venir justement un expert sur le plateau? Parce que, alors, on voit des chefs de service d'urgence, des épidémiologistes, des chefs de service en réanimation. Comment on choisit en fait ces invités et voilà, comment on fait le tri en fait pour savoir qu'on a affaire à un réel expert? Je pense qu'en fait, il y a la question de la légitimité aujourd'hui qui se pose. Nous, en tant que journalistes, comme je disais là, on relaie les faits. On n'est pas des médecins, on n'est pas des professionnels de la santé, donc on a besoin de cette voix professionnelle pour acter des faits scientifiques ou sur l'aspect sanitaire. Et donc, le choix de ces professionnels, il se fait notamment… Enfin, il y avait aussi une volonté de leur part de communiquer. Et notamment pour sensibiliser les gens à la gravité de la situation et notamment pour le confinement. On a bien vu au confinement au début, c'était un peu compliqué, les gens sortaient énormément. Donc, ces professionnels ont aussi voulu, par le biais des médias, porter leur voix en disant « Attention, voilà, nous, on est dans les services, nous, on voit les patients. » Et donc, c'était une façon d'alerter la population. Alors après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de chefs de service parce que les autres, les soignants purs ou les médecins, les internes, etc., sont sur le terrain. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas eux, mais en tout cas, voilà, ils se font un peu porte-parole de l'équipe, quoi. Et puis, il y a ce côté, le fait d'avoir un chef de réanimation d'un grand hôpital, peut-être que pour les gens, ça apporte un peu plus de poids aussi. Après, je crois que c'est ce que tu disais aussi. Il y a autant d'experts que d'avis, presque. Donc, pour les choisir, nous, on va se fier un petit peu à ce qu'ils ont déjà publié, à leur carrière. On va peut-être pas aller prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et dont on n'a jamais parlé et lui donner la parole. On essaie de choisir des interlocuteurs ou interlocutrices légitimes, justement, de par leurs travaux, etc. Mais en ce moment, on est dans une période tellement délicate qu'on le voit. Il y a même des gens qui font le même métier qui ne vont pas avoir le même avis. Donc, c'est très, très délicat. Et c'est là où, effectivement, le libre arbitre de chacun intervient. Et il faut croiser les sources, regarder plusieurs émissions, lire plusieurs articles pour se faire une idée, je pense. Après, en télévision, effectivement, pour être encore une fois dans la transparence, on choisit ce qu'on appelle des bons clients. Et donc, les bons clients, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va bien s'exprimer, qui va être didactique, qui va être clair pour tout le monde, qui ne va pas être trop scientifique, trop technique. Surtout en ce moment, on a besoin de réponses claires. Donc, quelqu'un qui va nous parler comme monsieur tout le monde, c'est ce qu'on recherche. En tout cas, la chaîne d'info, c'est ce qu'elle recherche. C'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes, peut-être. Il y a le côté facilité aussi. C'est-à-dire pour les chaînes d'infos, par exemple, ça va très vite. Il faut se dire qu'il faut remplir l'antenne rapidement, faut toute la journée. Et puis, il y a une question de réactivité, de facilité, d'avoir un carnet d'adresses et d'appeler ces professionnels qu'on connaît déjà, qui seront dispo assez rapidement. Il y a ça aussi. Alors, on passera au cas pratique
dans la deuxième partie du débat, mais je vais passer la parole à Pierre pour sa chronique justement autour des réseaux sociaux qui s'appelle Ça se voit sur les réseaux. Pierre, ça va être à toi. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors, la semaine dernière, on vous a parlé de Crustel, hein, qui continue de cartonner sur Instagram et Twitter. Cette semaine, on s'est plutôt amusé à rechercher des contenus sur les meilleurs moyens de contourner le confinement. Alors, je ne vous cache pas qu'on est tombé sur des perles. On aurait bien aimé trouver les images de cette dame qui prétexte une sortie parce qu'elle promène son canard ou son lapin, je ne sais plus. Bon, ces images n'existent pas. Par contre, on vous en a trouvé d'autres. Donc, on vous propose une sorte de top 5 des pires excuses pour contourner le confinement. Et tout ça, ça va se passer en vidéo. On vous rappelle quand même la consigne, c'est de rester chez soi et de ne pas faire le concours Lépine de la plus belle excuse pour sortir. Alors, c'est parti pour ce petit top 5. Comptez de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 € à chaque sortie. C'est pas une mauvaise attitude. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Ragazzi, è assurdo. Guardate le persone pur di uscire che cosa si inventano. Qua stanno diventando tutti matti. Mira che formatico, l'avrei fatto ci passo di firma. De rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Alors, on revient en plateau maintenant. Après ces 2-3 vidéos qui vous ont sûrement fait rire pour certaines chez vous, entre la personne déguisée en dinosaure, la course de sac poubelle nocturne ou autre, je crois qu'on manque pas d'imagination pour essayer de sortir chez toi. De chez soi, pardon. Mais voilà, en tout cas, on vous le rappelle, l'objectif, c'est quand même de rester chez soi pendant cette période de confinement. C'est quand même Surtout que vous remarquerez qu'un des deux personnages dans son sac poubelle, à la fin, il se prend quand même une grosse gamelle et il se mange le pylône. Donc, en plus, c'est dangereux, quoi. Clairement. Restez chez vous. Il y a aussi cette idée de ne pas créer de sur-accident pour non plus engorger. Alors, on va faire un petit point sur ce sondage, si vous voulez bien. Le sondage, avez-vous déjà été confronté à une fausse information? C'est un plébiscite 100% de oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et on voulait justement revenir sur un exemple très concret de fausses informations qui a circulé. C'est un sujet qui nous intéresse tous, parce qu'on disait en ce moment il faut rester chez soi, mais on a tous qu'une hâte, c'est d'être déconfiné. Et la semaine dernière, on a une carte de déconfinement qui est apparue. Alors je vais l'afficher et qui donnait des zones de déconfinement. Alors moi je voulais, Nadjet et Lola, vous poser quelques questions autour de cette carte. Pourquoi on crée une telle carte au final? J'ai envie de te dire, c'est la fake news que tout le monde attendait. Hein. Cette fake news, en fait, elle répond à une attente parce que beaucoup de personnes, elles sont inquiètes. Elles se demandent quand est-ce qu'elles vont reprendre le boulot, quand est-ce qu'elles vont partir en vacances, comment elles vont s'organiser avec les enfants aussi. Donc, voilà, les gens sont inquiets, ils sont dans l'expectative totale. Donc, on a besoin en ce moment, notamment sur l'histoire du déconfinement,
d'avoir la lumière au bout du tunnel, en fait. C'est ça, c'est à quel moment ça va s'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'elle a bien fonctionné, hein, cette carte, et qu'elle a été énormément relayée. Parce qu'elle a tout simplement répondu à une question dont on n'a pas encore la réponse et qu'on n'est pas prête d'avoir tout de suite la réponse. Tout à fait, elle est apparue effectivement à peine 2 jours après le discours d'Édouard Philippe, il me semble. Et donc, il y avait toute la matière ou tout le contexte effectivement pour propager ce type de désinformation. Il faut savoir, enfin, le gouvernement fonctionne par palier de 15 jours. Pardon. Donc, c'est vrai qu'on nous donne une première date, après on la rallonge. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement. Les gens, le fait d'avoir une date précise, ça permet de se projeter parce que mine de rien, l'être humain a besoin de se projeter. Et là, dans cette situation, c'est compliqué pour nous. Donc, ouais, cette carte, en fait, elle apportait vraiment un petit côté espoir, quoi. En fait, la fake news, elle va venir combler un vide que je vais avoir, en fait, un besoin. C'est un peu le propos, peut-être. C'est exactement ça. En fait, elle est venue répondre à un besoin qu'on a tous. Je ne sais pas vous, mais nous, tous les jours, on joue au pronostic avec mes potes. J'ai lancé des paris dans la famille. Voilà, exactement. On en est tous là à se dire quand est-ce qu'on va sortir. Et c'est pour ça qu'elle a été massivement relayée. Moi, je l'ai reçue, je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai reçue, cette carte d'amis très proches, etc. Elle vient, effectivement, comme dit Nadjet, répondre à notre obsession du moment. Là, en ce moment, on veut juste avoir une date, même si pour certains, je crois qu'il y avait des sorties de déconfinement jusqu'à fin mai sur cette carte. Donc, c'est pour ça qu'on l'a relayée, parce qu'il y avait un côté, ça y est, j'ai la réponse, j'ai un scoop, en fait, et n'importe qui peut l'avoir, donc je la relaie. C'est aussi ça, une des raisons pour laquelle elle a beaucoup tourné. Oui, puis c'est le fait aussi qu'on soit tous concernés. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée par le confinement aujourd'hui, et c'est plutôt rare sur une actualité, ça nous touche tous. Effectivement. A priori, les dinosaures ne sont pas concernés quand même. Quoi? Le dernier existant, Denver, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, donc c'est… Blague de vieux. Blague de vieux. Et oui, on doit mettre 10 balles dans la pied. On n'a pas un jingle pour ça? On n'a pas de jingle encore, mais la semaine prochaine, ça viendra. Non, mais oui, tout le monde fait ses pronostics, c'est vrai. Mais c'est pas. Lundi, c'est foutu. C'est pas bête l'histoire du scoop aussi. Tout le monde a envie d'avoir le scoop, tout le monde a envie de balancer le tweet le premier, etc. Il y a aussi ça qui est vachement. Et donc, justement, on a des personnes aussi qui ont peut-être un peu plus de crédibilité ou en tout cas qui ont un impact plus grand, qui sont emparés de ce scoop. Je pense à Cyril Hanouna, par exemple, pour ne pas le citer. Qui sort son téléphone en pleine émission et nous dit je viens de recevoir une info et il affiche la carte. Est-ce que, globalement, est-ce que ça a tendance à renforcer forcément l'impact de cette carte? Dans le cas de Cyril Hanouna, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'analyser justement ce message qu'il a envoyé, enfin sa déclaration plutôt. Il nous dit quoi? Il dit je ne sais pas si c'est une bonne info, mais c'est une info qui tourne, donc je vous la donne, une info que j'ai reçue. J'ai reçu un SMS. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, en sous-texte, il sous-entend qu'il y a une info qui circule, il y a une exclue qui circule, dont on n'a pas encore connaissance. Enfin voilà, en tout cas, ces téléspectateurs n'ont pas encore connaissance. Et du coup, Cyril Hanouna, lui, en recevant ce texto, par son réseau, il nous dit quelque part, ben voilà, moi j'ai des personnes, soit de haute sphère ou bien renseignées, qui ont cette info-là. Donc, je vous la balance. Et en même temps, il se dédouane en disant, mais je ne sais pas si c'est une bonne info ou pas. Sous-entendu, il veut éviter les problèmes. Il veut éviter Exactement. les problèmes. C'est une manière de dire, bah voilà, c'est pas une bonne information, c'est pas une mauvaise, on ne sait pas. Voilà, donc comme je ça, me dédouane. Il sait ce que fait tout le monde en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est bon, mais je relais. Trois quarts des infos partagées qui ne sont pas vérifiées. C'est ce que disait Samuel, je crois, tout à l'heure. On va être le premier à avoir l'info et la donner au final. Il y a cette course au scoop peut-être aussi. Et est-ce que c'est la même chose chez les journalistes ou pas? Excusez-moi, j'ai un scoop d'un ami de confiance. Denver, le dernier dinosaure, vient de choper Covid.
Non, mais en plus, Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il a cette particularité dans ses émissions. Si on analyse un petit peu sa façon de présenter, souvent il dit à ses téléspectateurs, à ses fanzouz, mes petits chéris, je vous dis tout, moi je suis transparent, je viens de recevoir un texto, j'ai reçu un appel, j'étais avec les patrons de la chaîne. Il y a un côté, voilà, contrairement aux autres émissions plus traditionnelles ou aux autres journalistes, moi, je vous dis tout, je ne vous cache pas. Je ne vous cache rien. Et d'ailleurs, enfin, on l'a bien vu aussi lors des émissions qu'il a faites pour les spéciales Gilets jaunes. Voilà, il y avait le côté, moi, contrairement aux autres, je ne suis pas comme les autres, je vous dis tout. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que Cyril Hanouna, sous couvert de cette soi-disant transparence totale, encore une fois, contrairement aux autres qui cachent, il y a les gens vont dire non. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de rhétorique un peu complotiste derrière ça? De dire on vous met dans le secret, on vous met dans la confidence, on ne vous dit pas ce qui se passe, donc venez me regarder parce que moi, je vous donne la bonne information? C'est exactement ça. Déjà, rien quand il commence en disant il y a une info qui tourne, qui circule. Encore une fois, sous-entendu, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas encore. On nous cache, on ne nous dit pas tout. Il y a un côté, ça tourne sous le manteau, quoi, quelque part. Voilà, et c'est typique. Il joue la connivence aussi, il y a ça aussi, comme tu disais, il joue la connivence. Et effectivement, nous, si on relayait toutes les rumeurs qui nous arrivent aux oreilles, ce serait festival, quoi. Mais après, il faut savoir que Cyril Hanouna n'est pas journaliste. T'en as pas une ou deux pour nous, là? Ah si, bah alors j'ai Denver qui vient de m'appeler justement. C'était le pangolin 0 en fait. Ah, bien vu. Alors, moi j'avais une question du coup, si vous aviez des infos, est-ce que les cloches sont confinées ou pas? Ça va intéresser certains quand même pour dimanche. Est-ce que les cloches sont confinées à Rome ou pas? Enfin, c'est la question moi que je me pose depuis plusieurs jours. On va mettre l'AFP sur le coup. Hein. Moi, je pense que si les cloches ont une attestation dérogatoire de sortie, ça devrait aller. Motif impérieux. Conseiller la case à cocher aussi. Chocolat nécessaire pour le moral. D'accord. Autre point, juste pour revenir sur Cyril Hanouna, il y a aussi une mise en scène. C'est-à-dire que techniquement, il sort son téléphone, le tweet s'affiche. Globalement, il ne venait pas de recevoir le tweet. C'est-à-dire que si on rentre vraiment dans le décryptage, vous savez sûrement mieux que moi, pour lutter un peu avec la régie ici, forcément, on a préparé parce qu'il dit je reçois un message et ça s'affiche directement sur grand écran derrière. Ça sent quand même un peu la mise en scène. Oui, bon après, pour être tout à fait honnête, après, en télévision, on fait de la télé, donc il faut que ça soit visuel. Donc, nous, quand on fait des reportages, on explique malheureusement, on ne peut pas tout filmer en direct, on peut pas. Donc, il y a quelque part une petite mise en scène qui est faite parce que on ne peut pas être là au bon moment ou recevoir les infos en live and direct. Mais non, le plus gênant, c'est qu'il ne donne pas ses sources. J'ai reçu un SMS, mais on ne sait pas de qui. Vous, à la rigueur, on sait que c'est Denver qui vous a envoyé le texto, mais lui, on ne sait pas en fait. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me gêne. J'ai reçu un texto, mais on ne sait pas de qui, on ne sait pas dans quel contexte. Et ça, c'est grave, parce que c'est vraiment la première chose à avoir, c'est la source. D'où vient son information? Alors, puisque s'il est tellement transparent que ça, qu'il le dise, d'où vient cette information? Alors justement, comment on la décrit, cette carte? Parce que si on a choisi la carte aussi, c'est parce qu'elle cumule ces partages, cette attente. Pour nous, c'est un vrai cas d'école, finalement. Il y a aussi des choses qui auraient dû nous mettre en alerte quand on regardait la carte, finalement. Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais tu nous demandais, Romain, s'il y avait une course au scoop. Alors moi, je vais vous dire un truc. Le jour où on aura cette carte, vous allez le savoir, je pense, en 5 minutes, parce que tout le monde aura l'info. Là, si vous avez tapé au moment où cette carte a circulé, carte de déconfinement, et qu'il n'y avait rien, ni sur le site du Monde, ni sur le site de France Info, ni d'RTL, ni de rien, déjà, mauvais indice. Si ça tourne que sur Twitter, les infos primordiales importantes qui concernent toute la population ne tournent pas d'abord sur un compte anonyme de Twitter, en règle très générale. Je ne sais pas si, Romain, tu peux remontrer la carte, mais effectivement, il y avait des indices, voilà, assez criants. Si vous regardez en haut de la carte,
il y a un logo de la DRAC. Alors, qu'est-ce que c'est la DRAC? C'est la Direction régionale des affaires culturelles. En gros, c'est eux qui accordent les subventions aux spectacles, aux artistes, etc. Vous m'accorderez que c'est donc pas eux qui sont en train de gérer le déconfinement de tout le pays. Hein. Voilà, ils ont des attributions, mais pas celle-là. Donc déjà. Ou alors c'est peut-être un complot des festivals. Hein. Ah oui, avec un gros lobby derrière. Hein. C'est peut-être les vieilles charrues ou le Hellfest qui a lancé la chose. Hein. Peut-être. Méfiance. Le Hellfest a annoncé son annulation, donc peut-être pas. Ah, sinon c'était ils auraient pas eux alors. Et il y a un autre indice aussi, si vous regardez toujours cette carte, c'est qu'en bas, il y a un logo du ministère de la Défense. Sauf qu'en fait, il y a un problème, c'est que le ministère de la Défense ne s'appelle plus comme ça depuis 2017 déjà. Il s'appelle maintenant le ministère des Armées. Donc voilà, ça voudrait dire… Après, c'est un montage qui est très bien fait. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me suis arrêtée 2 minutes quand même. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est vrai? Etc. Et en fait, en creusant, ces logos ne sont pas appropriés, ils n'ont rien à faire là, ils sont faux, ils ne correspondent à rien. Et encore une fois, le meilleur indice, si vous recevez quelque chose comme ça, vous, à la maison, je vous promets, allez taper sur Internet, sur Google, sur un site fiable, celui que vous voulez, même le site du gouvernement. De toute façon, cette carte, elle sera en ligne directement. Et là, si vous ne voyez rien nulle part, à part sur des réseaux plus ou moins anonymes ou obscurs, a priori, c'est vraiment que c'est faux. Parce que là, en l'occurrence, effectivement, le gouvernement, c'est eux qui prennent la décision de ce déconfinement, avec bien évidemment le conseil des scientifiques qui rattachent à l'Élysée. Donc, pour le coup, cette fois-ci, la source fiable, c'est bien le gouvernement. Alors, on va passer aux chroniques et notamment à une chronique qui est forcément très attendue. Avant de passer à la troisième partie du débat, c'est la chronique de la mauvaise humeur de Siegfried. Siegfried qui a chaque semaine envie de râler. Et du coup, c'est une surprise pour nous. On attend ta surprise. Alors, sur quoi tu vas râler, Siegfried? Alors, c'est pas vraiment râler, en fait. Alors là, les gens vont être déçus. Bah oui, je voulais juste avouer au monde entier que je croyais un peu à toutes les fake news qui passaient en ce moment, et encore plus en ce moment avec le virus. Bon, juste, je suis un peu déçu que Noël cette année soit annulé quand même. Donc voilà, j'ai monté, comme je me suis mis à la place des fake news, donc j'ai monté une association de défense des fake news. Et comme elles ne sont pas souvent la parole dans les médias, je vais leur laisser la parole. Donc j'ai reçu un courrier mis en scène d'une fake news qui s'appelle « Boire 14 bières par jour protège du Covid ». Alors, je vais vous lire la lettre. Alors, je suis obligé de lire la lettre. Elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle n'est pas encore levée, en fait. Non, ça, c'était une blague. Vous étiez censé rigoler, mais c'est pas grave. Un peu blague de vieux, mais drôle. Oui, ça fait un peu blague de vieux. Alors, on m'a soufflé dans mon oreillette qui s'appelle WhatsApp que la semaine prochaine, nous aurons un jingle son pour les blagues de vieux. Si. Alors, je vous lis la lettre. Bonjour, je m'appelle Boire 14 bières par jour protège du Covid. Je suis connu depuis environ 1 mois. J'ai déjà fait plusieurs fois le tour d'Internet. Et ce que je cherche, c'est qu'on parle de moi. C'est sûrement le lobby du houblon maltais. J'ai même envie de dire, c'est même ma raison de vivre. Alors, vous me critiquez beaucoup, mais en fait, on n'est pas méchants. On vit dans vos cerveaux sans trop faire de bruit et nous sommes réellement traqués que depuis quelques années. Comme Al Capone avait Elliott Smith ou Dora l'exploratrice avait Shipper, arrête de shipper, pour les plus jeunes, j'ai un ennemi. Enfin, j'en ai plusieurs. Ils s'appellent les fact-checkers. Bon, moi, je trouve un peu qu'ils se la pètent un peu avec leur nom à l'américaine. Alors, ces fact-checkers, ils pensent qu'en croisant, en vérifiant leurs sources, ils peuvent me rendre moins viral. Ils peuvent toujours essayer, en fait, parce que je suis juste programmé pour me nourrir des petits points faibles et naturels qui sont dans vos têtes. Vous savez, on en parle beaucoup en ce moment, ce sont les biais cognitifs. Et ceux-là, je les adore. Alors, je voulais juste vous dire aussi que j'ai 2 cerveaux préférés. C'est celui de Mark Zuckerberg, qui est le créateur et le grand chef de Facebook, qui est un peu mon JO trouve-tout à moi. Et celui de Donald Trump, qui est mon cerveau test. Avec lui, j'essaie, j'innove en permanence, il est très très fort. C'est un peu mon papa, parce que c'est lui qui m'a fait connaître. Alors, si le mot biais cognitif ne vous parle pas, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Mais avant, une petite définition. Un biais cognitif, c'est un petit raccourci ou une stratégie dans votre cerveau qui vous permet d'agir vite, de donner du sens à ce que d'agir vite, de donner du sens ou vous souvenir de ce que vous lisez, voyez ou entendez.
Et ça vous permet aussi de faire le tri. Et en ce moment, il y a de quoi. Bon, alors, je vous fais ma petite liste de biais cognitifs. Le premier, c'est celui dont je me sers le plus souvent, c'est le biais de confirmation. Alors, c'est quoi? C'est préférer les informations qui confirment l'opinion que j'avais déjà sans jamais chercher à les contredire. C'est comme si tu croises extraterrestres et que dans ton moteur de recherche préféré, tu tapes toujours preuve de l'existence des ovnis. Le deuxième, c'est l'effet Mandela. C'est une altération de l'altérité, une altération de la réalité. Vous allez penser savoir qu'une chose est vraie, mais elle ne l'est pas totalement. Par exemple, vous pensez tous que Dark Vador a dit « Luke, je suis ton père ». En fait, non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Non, je suis ton père ». Vous pouvez le vérifier. Hein. Le troisième, c'est le principe d'autorité. Celui-là, on le cultive depuis notre plus tendre enfance à l'école. C'est notre tendance à obéir et à croire aux figures d'autorité. D'après vous, qui a inventé l'école? Eh bien non, ce n'est pas Charlemagne, parce que l'école existe depuis l'Antiquité. Ou alors c'est peut-être Dorothée. Enfin, je ne sais plus, c'est une blague de vie. Et un dernier pour la route, c'est le « c'est pas moi, c'est eux ». Lui a tendance à nous faire croire qu'on est les seuls à ne pas être dupes. C'est pour ça que tout le monde pense que Facebook et les autres médias sociaux propagent des fake news, mais que vous continuez à y aller parce que vous savez faire le tri. Ah, tiens, ça me fait penser à Siegfried qui, en lisant ma lettre, se croit malin et croit qu'il a tout compris. Ah, j'allais oublier, il me faut aussi bien un petit moyen de transport. Alors, j'en ai plusieurs depuis que j'existe, mais en ce moment, ceux que je préfère, ce sont les médias sociaux. Mon pote Mark Zuckerberg, a inventé 2 trucs plutôt efficaces. Le premier, c'est le fil d'actualité. Ah, celui-là, je l'adore. Jusqu'ici, il fallait sortir, aller chercher l'information. Maintenant, il vient directement vers vous, sur vos murs, vos fils d'actualité, et vous alerte en permanence. C'est encore mieux que mon ancien moyen de transport qui était la télé, parce qu'elle, fallait l'allumer. Et mon chouchou, c'est le bouton de partage, parce que lui, il brûle le doigt, mais c'est tellement bon. Et c'est lui qui me donne ma popularité. Alors, merci d'avoir écouté ma lettre jusqu'au bout, et j'espère que mon témoignage vous a touché. Arrêtez d'être con. Bisous, bisous. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Voilà, j'ai fini la lettre. C'est pas moi, les propos sont pas de moi. Bien sûr. C'est de la fake news, boire 14 bières par jour protège du Covid. D'accord, avec Alain Modération quand même, hein, c'était, on le rappelle, pour les 14 bières par jour. Okay. Eh bien, je vous propose de jouer aussi, moi, aujourd'hui, avant de reprendre le débat, et on va jouer avec l'actualité. C'est surprenant, parce que parfois aussi, l'actualité, elle nous joue des petits tours, et elle nous réserve des surprises, et il y a des choses vraies qu'on n'imaginerait pas vraies. Donc, je vous ai fait un petit QCM. 4 questions, il y a 4 réponses et donc on va voir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. En plus, on a quand même 2 journalistes avec nous. Voilà. Alors, je vous lis les questions, je vous fais les propositions de réponse. Le dimanche 29 mars 2020, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous présente sur Instagram son cochon d'Inde. Là, tout le monde l'avait vu. Mais quel est son petit nom? Est-ce que c'est Michel? Est-ce que c'est Jackie? Est-ce que c'est Corbier, nouvelle blague de vieux, ou est-ce que c'est John? Manu? Non, c'est pas Manu. Non, c'est pas Manu, c'est pas dans les réponses. C'est Jean-Michel. J'aurais dit John. Moi, j'aurais dit Michel. Ouais, Michel aussi. Vu la blague, je pense. J'aurais dit John aussi. John aussi, ouais. C'était plutôt sur Michel. Hein. Alors, vous pouvez jouer aussi dans les commentaires. Hein. Eh bien, il n'a pas 2 prénoms, c'est sûr? Il ne peut pas s'appeler Jackie et Michel? Non. Jackie et Michel Le Maire. Non, il lui aurait dit merci autrement, hein, le cochon d'Inde. Laissons ce pauvre Par cochon. contre, il y a un hommage au Kennedy. Il y a un hommage au Kennedy. J'ai dit Jackie. Ah, c'est Jackie. Oui. Ouais. Donc, mais ça aurait pu être John aussi, hein, en hommage au John Fitzgerald. Mais bon. Et donc, c'est bien Jackie. Allez, deuxième question. En 2017, le rappeur B.O.B. lance une cagnotte en ligne pour collecter $200 000. Mais alors, pourquoi il le fait? Est-ce que c'est pour boucler le financement d'un album concept autour des Illuminati? Est-ce que c'est pour financer l'envoi d'un satellite dans l'espace pour prouver que la Terre est plate? Est-ce que c'est pour organiser une émission de télé-réalité visant à réconcilier Booba et Karis? Là, ça n'aurait pas plu à… D'ailleurs, ils ne se sont jamais battus, d'ailleurs. Ou est-ce que c'est pour employer les meilleurs détectives privés des États-Unis pour chasser les fake news de Donald Trump? Je crois, ça me parle l'histoire de réconcilier Booba et Karis. Ouais. Voilà. Je rejoins Pierre sur Booba et Karis.
Il y a des tâches impossibles hein, quand même. Alors, attends, tu peux redire la date? Parce qu'il me semble que tu as dit C'est en 2017. 2017. Ah, bah, ils s'étaient pas encore fâchés. Oh, mais ils sont fâchés depuis longtemps, hein, quand même. Oui. Ils s'étaient pas encore croisés à l'aéroport. Avant de se quitter, ils étaient amis. Donc, Oui, ils sont fâchés depuis la 5e, depuis l'année dernière. Il n'y avait pas l'octogone encore. hein. Je partirais pour la 4, peut-être. Les fake news chasser les fake news Ouais, de je Donald partirais Trump. sur celle-ci aussi. Ouais, 2017, on était dans la Ah, Samuel, tu me déçois beaucoup, toi, en tant que platiste. Il Ouais, voulait je envoyer un pense. satellite dans l'espace pour Ouais, prouver que c'est la Terre est plate. Ah, Bon, mince. alors, je vous rappelle, malgré tout, le concept d'un satellite, il doit tourner en orbite de quelque chose de rond. C'était assez voué à l'échec quand même comme tentative. Alors, bilan de la collecte, hein, au bout de 4 jours, 1 766 $ quand même. Il y a des gens qui ont donné, mais on était loin des 200 000 $. Troisième question médecine en ce moment. Pour quelle recherche les Français Roger Mieuxet et Bourras Bengoudi-Difa de l'Université de Toulouse ont-ils reçu un Ig Nobel? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un Ig Nobel, mais ça. Est-ce que c'est pour une étude sur la température des testicules des postiers, une étude sur un meilleur passage des calculs rénaux dans les montagnes russes, une étude montrant que les fœtus réagissent mieux à la musique diffusée si elle est à partir de l'intérieur du vagin plutôt qu'à travers le ventre, ou une étude sur l'impact du didgeridoo sur le sommeil? Ah, moi, j'aime bien le didgeridoo, moi, et sur les soirées aussi. C'est l'utérus, moi. Moi, je sens postier. C'est l'utérus parce que ça me parle aussi. Le son dans l'utérus, ce serait mieux pour les bébés qu'à travers le ventre. Alors, tu as dit le vagin, parce que là, carrément, dans l'utérus, ça fait loin quand même. Ouais, c'est vrai, techniquement. Avec un didgeridoo. Ouais. Eh bien, Postier, les postiers. il y avait un hommage à la lettre de Siegfried dans ma question. Mais oui, Puisque c'est une étude sur la température des testicules des postiers. Ils ont remporté l'Ig Nobel d'anatomie. Alors, les Ig Nobel, c'est l'anti-prix Nobel, en fait. Ça prime les recherches les plus drôles. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réponses sont vraies. Et c'est que des récipiendaires des autres années. Donc, effectivement, en 2018, l'Ig Nobel de médecine, c'était une étude américaine qui conclut qu'effectivement, quand vous avez des calculs rénaux, ça peut être intéressant de faire des montagnes russes. Donc, rendez-vous chez Space Mountain. Et voilà. J'ai l'impression qu'on est dans Burger Quiz, là. Oui, un peu. Hein. Mais on joue avec l'actu et c'est vrai. Et dernière question. Donc, en 2018, aux États-Unis, à quoi servait l'argent détourné par 2 sœurs enseignantes de la caisse de l'école privée dans laquelle elles travaillaient? Est-ce que c'était pour s'acheter des films en VOD sur une plateforme légale? Est-ce que c'était pour compléter leur collection de vinyles de rock underground? Est-ce que c'était pour se payer des virées à Las Vegas? Ou est-ce que c'était pour faire des emplettes sur les boutiques en ligne des plus grands créateurs? Oh, Las Vegas, c'est sympa. Ouais, je dirais Las Vegas aussi. Ah Ouais, oui, Vegas donc aussi. bonne réponse, c'était pour se payer des virées à Las Vegas. C'est parce que c'est ce qu'on fait aussi avec Nadjet, en fait. Ouais, c'est ça. Tape dans les Ah, caisses c'est des sympa. assos et voilà, on s'en va. C'est pas En vrai. ce moment, ça doit être compliqué pour vous virer à Las Vegas, mais donc voilà, tout ça pour dire que parfois l'actualité peut être quand même aussi surprenante et que l'esprit critique marche dans les deux sens pour aussi aller vérifier parfois ce qui pourrait nous paraître faux peut être vrai. On va revenir à la troisième partie du débat. Je crois qu'on a reçu des questions pour vous d'ores et déjà. Alors, on avait une question. Je vais voir cette question. Alors, c'est un complot. Il y aurait apparemment un journal réputé qui a dit qu'un tout-puissant grand patron a mis presque la moitié de ses employés au chômage partiel et par contre, il s'était accordé plus de 30 millions d'euros de dividendes sur la même période. Ah, alors, on n'a pas le titre du célèbre journal? Non. A priori, confinement, info ou intox. Alors, a priori, ce serait nouvelops.com. Et on n'a pas l'entreprise. Non, on n'a rien. Non, on n'a rien. C'est non. arrivé sur les commentaires. Ouais. Voilà, ça nous est arrivé comme ça. Bah, en fait, c'est ça, c'est que encore une fois, nous, il faut le contexte, trouver, enfin un minimum d'infos qui permettent de vérifier. Il faut qu'on sache dans quel pays c'est, dans quel contexte, s'il y a des noms, le nom de l'entreprise, du patron. Voilà, ça peut aider, même pour vous, hein, tout le monde, hein, ça peut aider à vérifier l'info. Là, comme ça, c'est clair qu'on ne va pas s'avancer à dire si c'est vrai ou faux. J'ai l'article sous les yeux. Ouais. En cherchant rapidement, effectivement, on est bien sur un site sur le nouvelops.com
Donc, on a le président de Plastic Omnium et donc du lobby des grandes entreprises françaises, donc c'est Laurent Burel, et son groupe a recours massivement au chômage partiel payé par l'État, mais il ne veut pas renoncer à se verser de généreuses dividendes, il y a une faute, une trentaine de millions d'euros pour sa famille. Peut-être quelques virées à Las Vegas avec ça. Et effectivement, on a un article. Alors, il faut être abonné pour voir l'ensemble. On a l'air d'être sur une source qui a l'air plutôt fiable, je pense. Ouais, Nouvelle Obs, c'est bien. Ouais, après, si on va aller plus loin dans l'enquête, nous, par exemple, en tant que journaliste, on irait demander directement aux salariés aussi, on irait sur place ou on les contacte. Et au patron. Voilà. Et voilà, les différents services, services de com, etc. Ouais, c'est en fait recouper, contre-enquêter, demander à ce monsieur, effectivement, si c'est le cas, hein, peut-être qu'il va le dire directement. Là, il le sait, quoi. On peut lui demander directement. Et si ce n'est pas le cas, aller voir, passer par la petite porte et puis demander à d'autres interlocuteurs. Mais c'est possible. Hein, En tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est l'article qui est le plus lu et le plus partagé sur le Nouvel Obs, sur leur site. Donc, preuve aussi qu'on va chercher. Alors, c'est sensationnel, mais si c'est vrai, c'est d'autant plus intéressant. En tout cas, l'info vaut le détour. Et d'ailleurs, dans l'article, on apprend aussi que cette famille, c'est la 63e plus riche de France. Donc, effectivement, l'enquête, là, j'ai l'article en entier, l'enquête de l'Obs est assez longue. Voilà, après. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ou heureusement, chacun, celui qui nous regardera aura son avis, mais c'est pas interdit de faire ça. Voilà. La question a été soulevée en ce moment. Hein, mais... la phrase de Bruno Le Maire était intéressante puisqu'il demande si c'est possible de ne pas trop verser mais demander, c'est gentil, en fait, comme verbe. Ouais. On ordonne quand on demande. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu dernièrement effectivement notamment Bruno Le Maire qui a demandé aux banques un petit peu de se calmer sur le reversement des dividendes aux actionnaires, c'est ça. Au vu du contexte. Oui, je crois que c'était la BNP. Oui, mais c'est des recommandations au même titre que pour les banques de ne pas prélever, par exemple, des agios, voilà, d'encourager à l'effort national. Hein, mais après, il n'y a rien de. Bon, on croirait sur BFM là. Il faut qu'on passe à autre chose. J'ai pas mon écharpe rouge. Le temps passe très très vite. Excuse-moi, on a un petit peu explosé les compteurs et je crois qu'il y a Nils aussi qui nous attend pour sa nouvelle chronique. En tout cas, Lola Dadjet, si les gens ont des questions, ils peuvent vous contacter via FakeOff, je pense. Vous pouvez aussi éventuellement poser vos questions auprès du réseau Information Jeunesse, au moins pour certaines choses. Mais voilà, FakeOff qui réunit des journalistes d'investigation. Voilà, alors vous avez un petit compte Instagram, c'est asso_fake_off de mémoire. Ouais. Voilà, donc... et je vais passer la nouvelle chronique, la chronique du promeneur du net. Et aujourd'hui, c'est Nils qui s'y colle pour cette. Attends, il a son attestation nouvelle chronique. Se promener, hein. Oui. Sur le net. 1 kilomètre, hein, 1 kilomètre à la ronde, attention. Alors, le promeneur du net, il a cet avantage de beaucoup se promener sans trop bouger normalement. Donc, il trouve tout son sens en période de confinement. C'est ça, normalement, je vais rester dans les parages. Alors du coup, effectivement, moi je suis un formateur jeunesse, donc je travaille au centre social Agopop Maison des Habitants qui se trouve dans le Vercors et je suis aussi promeneur du net. Donc les promeneurs du net, c'est quoi? C'est des professionnels de la jeunesse, de tout milieu, informateurs jeunesse, conseillers en mission locale, éducateurs spécialisés, animateurs et bien d'autres encore qui passent du temps en ligne pour assurer une présence éducative. Grosso modo, ça veut dire qu'on passe du temps sur Facebook et Instagram pendant nos heures de travail avec l'accord de nos chefs afin d'être accessible aux sollicitations des jeunes, mais aussi pour être vigilant aux pratiques à risque. Donc, c'est sous l'impulsion de la CAF que les différents réseaux départementaux des promeneurs du net se sont montés à travers la France. Concrètement, les jeunes peuvent solliciter un promeneur du net pour avoir une réponse adaptée à sa situation, où le promeneur du net peut aussi prendre contact avec un jeune s'il pense que cela peut être nécessaire vis-à-vis d'une situation qu'il aura pu voir en ligne. Dans les faits, on regarde notre fil d'actualité pendant un moment, puis on va discuter avec les mêmes jeunes un peu tous les jours. Mais je dois t'avouer que pendant ce moment de confinement, nos habitudes sont un peu chamboulées, puisque nous devons nous adapter à une vie numérique plus dense que d'ordinaire. Pour ma part, je passe du temps à essayer de trouver de nouvelles choses à faire pour maintenir le contact avec mon public et montrer que même si je ne suis pas bloqué dans mon bureau pige, je peux être tout aussi efficace sur Internet en étant bloqué dans mon bureau chez moi. C'est la magie du numérique.
Donc, fort de ces quelques jours d'expérience, en mode confiné, coupé de tout contact physique avec mes voisins, ma famille, mes collègues, je me suis amusé à voir comment l'actualité pouvait être traitée sur les réseaux sociaux par les jeunes. Donc, l'actualité de cette dernière semaine, ça a été particulièrement rythmé par l'annonce de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, sur les conditions de réussite au baccalauréat 2020. Son discours a été suivi d'une multitude de publications sur les réseaux sociaux, renforcées à coups de hashtag 2002. Nous sommes donc en droit de nous demander si les 2002 et autres élèves précoces ou redoublants sont vraiment en PLS suite à l'annonce de notre ministère de l'Éducation. Je reviens sur le cas des candidats libres un peu plus tard. Avant toute chose, j'adresse un big up tout particulier à Ronny pour le féliciter de l'obtention de son baccalauréat 2020 dès le mois d'avril, que je cite, comprend ce qu'a ressenti Adil Rami après avoir gagné la Coupe du Monde sans jouer. Alors oui, mais en fait non. Même si à l'instar de notre ami Romy, de nombreux candidats à l'édition 2020 du baccalauréat ont parsemé les réseaux sociaux de ce trait d'humour à l'encontre d'Adil Rami, que je salue au passage s'il est sur le live, salut Adil. En fait, vous n'êtes pas encore tout à fait admis au bac. Malheureusement pour vous, le ministre de l'Éducation a été très clair sur ce point. Si l'obtention du bac se jouera bien sur le contrôle continu, pour mériter le précieux sésame, il faudra être assidu jusqu'à la fin de l'année. En effet, à la fin du 3e trimestre comptera également dans votre note finale. Donc, tant que l'année scolaire n'est pas finie, rien n'est encore joué. Cependant, les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas comptées dans la moyenne. Mais l'assiduité peut être bien. On n'est pas encore très sûr, on n'a pas tout compris. Cette affaire a également été l'occasion pour les bacheliers de l'année passée de donner un petit message d'encouragement à la jeune génération. Je me permets donc de citer l'altruiste Leslie avec un message plein d'encouragement plus jeunes collègues. Les 2002 qui pullulent sur Twitter, profitez bien parce que quand l'année prochaine vous mangerez vos premiers partiels et que vous n'aurez jamais su ce que c'est de réviser à fond pour un examen, je suis sûr qu'on va moins vous entendre dans votre échec. Alors d'abord, je vous souhaite bonne chance pour ces partiels à venir, mais en fait, j'en profite également pour vous dire que pour ce qui concerne les partiels des études supérieures, une ordonnance du 27 mars 2020 du gouvernement laisse de la souplesse aux universités pour organiser les examens à distance. Les étudiants doivent être prévenus au moins 2 semaines à l'avance de l'épreuve. Non contente de se sentir agressée de la sorte, Léane y a aussi allé de son petit commentaire. Arrêtez de croire qu'on n'a pas travaillé pour notre bac, hein, on le mérite et on a travaillé pendant 3 années de lycée. Et c'est bien vrai, je rappelle à tout ce petit monde qu'on ait travaillé ou pas, les notes des épreuves anticipées sont gardées. Donc les notes de l'année dernière comptent pour le bac cette année. Et les oraux de français sont maintenus pour les premières. J'ai fait un petit tour sur le site du Centre d'information et de documentation jeunesse, donc le CIDJ, pour savoir vraiment quelles sont les vraies informations derrière le bac. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que les candidats qui obtiendront une moyenne allant de 8 à 10 passeront les oraux de rattrapage dans les conditions habituelles début juillet. Les candidats qui auront moins de 8 de moyenne ou qui échoueront aux épreuves de rattrapage pourront participer à une nouvelle session au mois de septembre. Pour cela, le jury d'examen se penchera sur l'assiduité au cours et la motivation de chaque candidat. Donc, il est à noter que cette session de septembre est aussi ouverte aux élèves qui préparent le bac en candidat libre. S'agissant des élèves des lycées professionnels, les épreuves de BEP, CAP et bac professionnel sont à valider sur la base des contrôles effectués en cours de formation et sur un examen du livret scolaire par le jury d'examen. Le ministre rappelle également que toutes les dispositions indiquées s'appliquent ainsi aux élèves des lycées agricoles. Donc, dans l'hypothèse d'un retour dans les établissements scolaires dans les prochaines semaines, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé que les cours se tiendraient jusqu'au 4 juillet afin de rattraper les semaines perdues pendant le confinement. L'assiduité à ces cours sera très importante pour la réussite au bac, je le précise encore une fois. Donc, pour répondre à l'inquiétude de ce jeune tweetos qui nous dit que les profs qui ont mis des sales notes et dit aux élèves « vous inquiétez pas, au vrai bac, les profs noteront moins sévères », Monsieur Blanquer a affirmé que pour garantir l'égalité entre les candidats, le ministre rappelle qu'un jury d'examen se penchera sur le cas de chaque élève pour garantir une harmonisation des notes entre les établissements. Ce jury pourra aussi regarder l'assiduité des candidats au cours s'ils ont repris. Autrement dit, votre présence en cours jusqu'à 4 juillet comptera dans votre appréciation et pourra vous permettre d'accéder à la 2e session du bac organisée en septembre en cas d'échec. Pour conclure cette chronique, je souhaite bonne chance à tous les candidats au bac 2020, qu'ils soient nés en 2002 ou non, et surtout, restez chez vous. Vous aurez plus d'informations sur le site education.gouv.fr à la rubrique Bac et brevet 2020. Merci, Nils. C'était dense. Bon. Ah, c'était dense. Non, mais ce qu'on a compris, c'est que Alors, pour résumer, les vacances, c'est fonction de votre zone, c'est en ce moment, mais après, il va falloir retourner un petit peu bosser pour avoir son bac.
Ouais. C'est ça. Et puis, moi, ce que j'ai compris, c'est que le bac 2020, en fait, sera beaucoup moins cher sur le bon coin, quoi. Ouais. Plus ou moins ça. Je la relis si tu veux. Alors, juste pour conclure le débat et avant de passer la parole, ou plutôt la guitare à Azurite, notre invité musical pour terminer, juste revenir sur les gestes barrières. Peut-être Marion dire un petit mot. On avait fait un petit document rien que pour vous. Il va être mis sur les réseaux sociaux et aussi sur le drive de l'Uni très rapidement pour les gestes barrières à effectuer pendant cette période de confinement où la propagation des fake news aussi est quand même très très favorable. On parle de la propagation du Covid, mais les fake news aussi profitent, elles, du confinement. Donc voilà, identifier la source, contextualiser l'information, croiser l'information, exercer son esprit critique et maîtriser ses émotions. Voilà, c'est un petit peu, je pense, le résumé de ce qu'on a pu se dire avec Nadjet et Lola aujourd'hui. Alors attendez, on a peut-être une question qui nous arrive, mais je ne sais pas si… Hop, qui arrive en direct. Peut-être. Non. Non. Alors, est-ce qu'Azurite est arrivé? Vous êtes tout prêt? Oui, je suis là. Ah, super. Qui va être là pour l'heure du show. Oui, on peut retrouver la lettre de Siegfried a priori. Est-ce que tu la mettras en Creative Commons, Siegfried, ta lettre? Activez le micro, monsieur. Faut que tu mettes ton micro. Dis oui, je vais peut-être faire un petit point orthographe dessus. Et puis après, un petit point orthographe. Donc, on sur vous le drive. promet. Sur le drive de l'Uni. On vous le promet, Siegfried va publier sa lettre. Voilà. Tu as déjà des fans, de nombreux fans qui ont déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine et te mettre la pression. Et donc, on accueille Azurite. Coucou, Azurite. Tu es chanteuse, tu es du Mans. Est-ce que tu peux te présenter pour cette heure du show? Alors, juste après mon petit jingle éventuellement, mais tu peux déjà commencer à te présenter. Ok. Ça marche. Bah, du coup, je suis Azurite. Comme vous avez dit, je viens du Mans. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais des concerts un petit peu partout dans l'ouest de la France. Et c'est une passion qui m'a commencé quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à écrire mes textes en guitare-voix. Et là, du coup, en ce moment, je travaille avec un looper qui me permet en fait de superposer des couches d'instruments. Donc des voix, des guitares, des percus électroniques. Et du coup, en concert, ça me permet d'être autonome. Voilà. Donc c'est un solo. Alors, ton temps de confinement, là, tu le mets à profit pour travailler sur des nouveaux morceaux. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant qu'artiste pendant ton confinement? Là, en ce moment, je termine de préparer mon EP qui est prévu pour le mois de juin. D'accord. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir un peu plus de temps pour finir l'administratif, les choses comme ça. Parce que tout le reste est fait, les prises de son sont faites, tout ça. Et puis sinon, je prépare aussi pour les prochains concerts, en fait, prendre de l'avance pour les prochaines dates. Pour les prochaines dates après le confinement. Tu vas nous jouer 2 morceaux. Avant ça, moi, je veux conclure parce que c'est toi qui vas avoir le privilège d'avoir le dernier mot de cette émission. Je voulais remercier Lola et Nadjet de l'association Fake Off. Merci beaucoup de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci Nils d'avoir été le premier promeneur du net à venir dans Talkige. La semaine prochaine, on retrouvera sûrement un autre promeneur du net d'une autre région de France. La semaine prochaine, on va monter le thermostat. L'émission aura pour thème sexo. Donc voilà, avant l'été. On vous promet des belles surprises la semaine prochaine. Restez connectés sur les réseaux sociaux parce qu'on vous promet des invités très sympas la semaine prochaine. Au moins autant que Nadjet et Lola, voire
qui était très sympa. Mais voilà, on aura On aussi est des peut-être beaux moins invités. caliente, mais bon. Forcément, c'était moins propice à la légèreté. Ce sera peut-être encore plus léger la semaine prochaine. On vous retrouve jeudi prochain à 14 h. Bonne semaine à tous. Bon confinement. Restez chez vous. Et Azurite termine maintenant avec ces 2 morceaux. On te laisse la parole, la guitare. Et dès que tu as fini, on se dit au revoir. Voilà. Salut tout le monde. Ok. Salut. Salut. C'est à toi. Du coup, je vais commencer avec. Ok, merci. Le premier morceau que je vais faire, c'est un morceau qui va être dans l'EP, qui sort bientôt. Et il y a une version du coup avec le looper, parce que là, ça sera en acoustique. Et la version avec looper, elle est disponible sur YouTube. Voilà. Elle s'appelle Stéréo. Not a destination, I guess I see in black and white. I can lift up my voice, there's no evidence to find. I live in stereo, I live in stereo, I live in stereo. I live in stereo, I live in stereo, I live in stereo. The sunlight lies on the right and go with the little voice. All of them surely in my mind, surely in my mind. All of them surely in my mind, surely in my mind. All of them surely in my mind, surely in my mind. Another dimension I see in black and white. Oh, I can lift up my voice, there's no evidence to find. I live stereo, I live stereo, I live stereo. I live stereo, I live stereo, I live stereo. Eyes on mine and good to me, boys. All in my mind, I see. I can in my mind, set it in my mind. I see in black and white everywhere, with everyone. I see in black and white every time, and it makes me mad. I live stereo, I live stereo, I live stereo. I live stereo, I live stereo, I live stereo. Ooh, it's lit. And I don't lie. Merci. Du coup, je vais continuer avec une petite reprise. Alors, j'en fais pas souvent une reprise, mais celle-là, je la fais assez régulièrement parce que c'est une chanson que j'apprécie particulièrement et je pense qu'il n'y a pas besoin de donner le nom. Normalement, vous devez la connaître.
night, while I feel still trying to get that grabby heel of hope. I realized quickly when I knew I should that a whole world made up of this brotherhood of men. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm like that, trying to get it all at once in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I would morning night side by side, and I'm taking the breath, and I get high, and I spend the top of what's going on. And I say, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. I say, what's going on? And I say, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. I say, what's going on? And so I pour some down my blood, try to get it all off what's in my head. And I am feeling a little peculiar. So I was side by side, and I took it and I get high and my sense of what's going on. And I said, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. I said, what's going on? And I say, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. I say, what's going on? My life is here, trying to get up that grubby heel from a destination. Merci, Azurite. Juste Merci. peut-être j'avoue, nous pour dire, parce que le l'invitation. son, c'est les aléas du direct, n'était pas trop bon, où on peut retrouver ta chaîne YouTube, sur Insta, sur ton Facebook. Juste. Ouais, alors du coup, on peut retrouver du coup les actualités sur ma page Facebook. Donc c'est Azurite. Et aussi Instagram, il y a aussi sur mon site internet où il y a les actualités. C'est azuritmusic.wixsite.com. Voilà.
Et puis voilà, dès le mois de mai, il y aura un clip qui va sortir, donc un autre morceau du coup de l'EP. Et voilà, que j'ai hâte qu'il sorte bientôt. Voilà. Eh ben, merci à toi, merci à tous et à la semaine prochaine. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.